Voilà, il est 13h35. Nos autres invités sont arrivés. On va saluer d'abord la femme, Katharina Jacobson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes archéologue? C'est ça, tout oui. à fait. Et vous avez une manifestation dans les jours qui viennent. Demain et mercredi. Voilà, c'est Local Voices, les utilisations du patrimoine archéologique dans la Caraïbe. Vous n'êtes pas seul dans l'affaire? Je ne suis pas seule, je suis accompagnée du conseil départemental. Bien, mais justement, parlant du conseil départemental, on a un représentant éminent, M. Philippe Ramdini, bonjour. Vous êtes bien sûr conseiller départemental, mais vous êtes aussi conseiller municipal dans l'opposition à Capesterre. Vous êtes un candidat régulier aux élections municipales. Et je disais tout à l'heure dans ma présentation que vous étiez quelqu'un, j'ai envie de dire, un militant de l'eau. Parce que la question qui se pose aujourd'hui en Guadeloupe, particulièrement dans votre commune qui s'appelle Capesterre, belle eau, nous pas avoir la belle là, ni l'eau là, mais enfin, je pose quand même la question, on va commencer par là, puisqu'on va parler un petit peu politique. Pourquoi à Capesterre il manque de l'eau? Il y a des tours d'eau, alors que c'est la commune qui dispense l'eau pour toute la Guadeloupe. Permettez-moi, avant de vous répondre à la question, de porter mon soutien aux entreprises de la Guadeloupe. En difficulté. En difficulté. De plus en plus, on a des jeunes qui entrent au chômage. La Guadeloupe est déjà en très grande difficulté. Et la situation sanitaire n'arrange rien. Et vous verrez tout à l'heure, je vous dirai pourquoi il faut un vrai projet de développement pour la Guadeloupe. Okay. C'est vrai, je suis au-delà d'un politique militant pour l'eau, parce que c'est vrai, la Guadeloupe, Capesterre, Belle-Eau, nous avons des captages d'eau, nous entendons l'eau passer, mais nous ne voyons pas l'eau dans les robinets, et ça peut durer entre 3 et 15 jours, dans certains cas. Et ça dure depuis longtemps. Et ça dure depuis longtemps. Et au-delà de cela, c'est que le pire, c'est que vous recevez des factures. Vous recevez des factures, vous recevez des injonctions et de la communauté d'Aglo-Grand Sud Caraïbes. Et d'ailleurs, sur ça, nous avons, au niveau de l'opposition, fait une motion, présenté une motion à la nouvelle municipalité de Capesterre qui a été validée à l'unanimité. J'attends encore le retour du maire, parce que ça fait déjà 2 mois et demi. Je n'ai toujours pas de retour de cette motion, mais je suis le dossier avec mon équipe. Et en tout état de cause, je l'ai dit, comment pouvons-nous demander aux Guadeloupéens, aux Capestériens, de payer des factures d'eau alors qu'ils n'ont pas d'eau chez eux? Et de plus, nous allons acheter de l'eau, nous allons porter de l'eau. Toute la journée, c'est ce qu'on fait. On a cherché de l'eau dans les robinets comme si on est dans les années 50. La dernière fois que votre maire est venu ici, le jour même, Capesterre déposait des conteneurs d'eau pratiquement à Capesterre. Vous savez, les coups médiatiques et les coups politiques, je n'aime pas. Oui. Je le dis très clairement. Il y a une souffrance à Capesterre. Faire des coups comme ça, c'est se servir de cette souffrance de la population. Je vois effectivement l'équipe du maire donner un pack d'eau de temps en temps dans les sections, notamment la section de Fort Cao où je suis. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est que lorsque vous n'avez pas d'eau, vous avez besoin d'au moins 1,5 litre d'eau par personne. Au moins. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. On nous demande de boire 3 litres d'eau par jour. Oui. Et vous avez fait 3 litres, vous avez douché, puis j'en pas fait. Oui. Mais au-delà de cela, vous avez aussi les personnes âgées. Vous savez, les professionnels de santé qui n'arrivent pas à faire leur boulot parce que vous n'avez pas d'eau dans les maisons. Ils arrivent le matin à 5 h du matin, ils ne peuvent pas faire leur boulot correctement. Donc ils sont obligés d'aller chauffer de l'eau, d'aller amener de l'eau dans un bidon, chauffer de l'eau, comme dans les années, je ne sais pas, 30. C'est inadmissible. Maintenant, quand je dis ça, on n'a pas réglé le problème. Le problème, j'espère, va se régler, puisque nous, au conseil départemental, nous avons pris à bois le corps le dossier de l'eau en faisant, effectivement, rénovant notamment des réseaux sur Capesterre et sur la Guadeloupe. En faisant alors, mais quel est le problème de fond? Le problème de fond, ce n'est pas la création d'un syndicat unique de production et de distribution d'eau. Le problème de fond, il faut de l'eau dans les robinets. Aujourd'hui, les canalisations sont pourries. D'accord.
Donc, même si on envoie de l'eau, ils vont exploser. Il peut arriver. Donc, aujourd'hui, 60% de l'eau n'arrive pas. Il faut déjà régler ces problèmes de canalisation. D'accord. J'ai entendu rappelez-vous de ça, j'ai entendu il y a quelques années que certains disaient qu'il fallait 900 millions d'euros pour régler le problème de l'eau. Ici, sur Canal 10, j'avais dit plus d'1,5 milliard. Je ne sais pas si c'est vous. Je me souviens. Pourquoi? Parce que, au-delà de ce, je suis un technicien. L'eau, c'est un kilométrage de réseau. On ne peut pas se dire au pif comme ça, 900 millions. Et aujourd'hui, on parle de 1,5 million. Et vous avez l'eau, mais vous avez aussi l'assainissement qui devient un problème. Mais et la qualité. Après, vous avez le prix, le transfert de l'eau et la qualité de l'eau. Oui. Je pense, très sincèrement, et je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, il faut qu'à un moment donné, qu'on ait des élus aussi capables de dire à l'État, c'est un problème sanitaire, de santé publique. Je l'ai déjà répété à plusieurs reprises. La route qui mène sur le littoral en Réunion, l'État a accompagné à hauteur de 1 milliard d'euros. Il faut accompagner effectivement les Guadeloupéens. C'est vrai, les élus ont merdé sur la problématique de l'eau. On ne va pas revenir sur ça tout le temps. Il faut avancer. Et pour avancer, il faut des moyens. Maintenant, même si on a les moyens, on ne va pas régler le problème de l'eau du jour au lendemain. Ça n'est pas du, même si on a l'argent, d'ici, il faut au moins 10 ans pour régler ce problème. 10 ans? Mais je l'ai dit. Parce qu'il faut refaire les canalisations. Et pour refaire 1 kilomètre de canalisation, vous avez un certain nombre de jours. Pratiquement 15 jours pour faire 1 kilomètre de canalisation. Ça demande ça. Mais il faut l'attaquer. Après, je ne vais pas, M. Zandronis, faire de la politique politicienne sur l'eau. Il y a trop de souffrance. Il y a trop de souffrance. Les gens m'appellent tout le temps pour me dire, Monsieur Ramdini, ça fait 15 jours qu'on n'a pas d'eau à Fond-Cacao, dans telle section, vous habitez à Fond-Cacao. Mais moi aussi, j'ai le problème. J'ai le problème. On ne peut pas demander à tout le monde d'acheter une citerne. Il n'y a pas de moyens pour ça. J'avais entendu effectivement à l'époque le président de région qui disait qu'il fallait doter une citerne à chaque Guadeloupéen. Mais vous vous rendez compte? Et il faut absolument prendre ce dossier à bras-le-corps. Et à bras-le-corps vraiment. Alors, Philippe Ramdini, d'accord sur l'eau, mais vous êtes capestérien, ça fait 9 mois, le temps d'un bébé, qu'il y a un nouveau maire dans votre commune. Qu'est-ce qui a déjà changé? Qu'est-ce qui change? Est-ce que vous sentez le changement, le mouvement avec Courtois? Il faut le dire, il est venu ici, il nous a dit que les choses étaient en place. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui était en place, je ne sais pas exactement. Je ne suis pas là pour critiquer la nouvelle équipe. Au contraire, j'observe. Vous avez vu, depuis 9 mois, je n'ai absolument rien dit. J'ai fait des documents, mais je n'ai absolument vraiment rien dit sur l'équipe, parce qu'il faut donner le temps. Donc tout va bien, alors? Non, attendez, il faut donner le temps à l'équipe de travailler. Mais quand je vois, on a voté le budget primitif, qui est le document qui permet d'avoir une projection sur ce que vous allez faire dans la commune. Un document qui n'a rien du tout. Et je le dis, je croise mes mots, et je le lui ai dit. Vous avez fait un programme. On aurait pu trouver une projection, une partie du programme dans votre document. On n'en trouve pas. J'entends depuis son entrée que la commune de Capesterre-Belle-Eau a un déficit de 6 millions d'euros. Oui. J'ai envie de savoir aussi s'il y a vraiment une compréhension entre déficit et dette. Mais un déficit de 6 millions d'euros. Deuxième chose que j'entends aussi que l'ancien maire qui a laissé un excédent, cet excédent qu'il a dit, où l'équipe de M. Courtois n'a pas voté, cet excédent a été validé par la Chambre régionale des comptes. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est que la Chambre régionale des comptes qui peut valider tout cela. Ça a été validé. Aujourd'hui, pour moi, cet excédent doit être pris en compte. Maintenant, quand je regarde ce qui se fait à Capesterre-Belle-Eau depuis 9 mois, si ce n'est que les conseillers municipaux qui vont à droite, à gauche, ramasser un peu d'ordure, mettre à côté, ce n'est pas ça, la gestion communale. On peut le faire, effectivement, on peut donner l'exemple parce qu'on est un conseiller municipal, on va nettoyer, on peut le faire. Mais ce n'est pas le rôle d'un conseiller municipal, ce n'est pas le rôle de maire. Le rôle de maire, c'est de mettre en place
une projection pour développer la commune. Et vous ne le sentez pas ça, vous ne le sentez pas. Non, mais on ne le sent pas, c'est pas moi qui ne le sens pas. Oui. C'est des Capestériens qui ne le sentent pas aujourd'hui. Et parce qu'il y a eu l'inauguration de pas la foire, comment ça s'appelle, la cité, oui. Il y a une inauguration du village artisanal. Du village artisanal, le village artisanal, c'est un village qui avait été fait par l'ancienne équipe. Il l'a inauguré. Oui. Il l'a inauguré. Il fonctionne? Oui, ça fonctionne à peu près. Parce que, vous savez, la crise aussi sanitaire pose problème. On ne va pas tout mettre sur le dos de l'équipe en place. Ouais. Même si je reconnais aujourd'hui, quand je suis au conseil municipal, avant, quand j'étais au conseil municipal face à l'ancienne équipe, il y avait un débat, oui. Il y avait une discussion, on pouvait échanger. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat, parce qu'il n'y a pas de maîtrise de la chose publique. Et c'est ça le drame aujourd'hui. Je l'ai dit très clairement. Vous pouvez regarder, M. Sandrouni, c'est en direct sur Radio Tension. Oui. Vous pouvez regarder. On me donne, et je termine là-dessus. J'ai suivi 2 ou 3 débats. On m'envoie un document, on nous envoie un document en tant que conseiller, un budget primitif qui arrive en retard. Normalement, on devait l'avoir 5 jours. Si le législateur nous a donné 5 jours pour avoir le budget primitif, c'est parce que le législateur s'est rendu compte qu'il faut 5 jours pour travailler le document, oui. Pour nous permettre de poser des questions et d'échanger. On le reçoit 3 jours avant. J'aurais pu, je le dis, annuler le conseil municipal. Je ne le fais pas. Parce que, encore une fois, je dis c'est une équipe un peu nouvelle. On va essayer de donner un peu à main, de faire avancer les choses à la question. Oui. Et ça n'avance pas. On voit dans un rapport, oui. 6 juin, la convention. Et dans le rapport, il n'y a pas de convention. Non, mais c'est pour vous dire. Non, des trucs. Et aujourd'hui, Capesterre, sincèrement. Et encore une fois, je porte vraiment une force aux commerçants et aux artisans de Capesterre-Belle-Eau parce qu'elles souffrent énormément. Capesterre, ça va mal. La crise sanitaire a empiré les choses et on n'a pas une équipe capable d'impulser, si ce n'est que, on va dire, si ce n'est que de la communication. Alors, que dans la communication. On parle d'équipe, on va aborder ce dernier chapitre, ce chapitre politique. Nous sommes à la veille des élections régionales et départementales. On a vu des listes se présenter, celle de l'ANG, Charles n'a pas encore présenté, celle de Mme Bourrel et aussi celle de M. Mathiazin. Vous étiez membre du Parti Socialiste, comme Mathiazin qui a été plus ou moins, pas exclu, mais enfin, disons, on lui a demandé d'aller voir ailleurs. Vous avez démissionné. À votre avis, aujourd'hui, comment se présentent ces élections régionales? Votre analyse à vous en tant qu'homme politique? Alors, je rappelle que je n'ai pas démissionné du Parti Socialiste. J'ai pris congé du Parti Socialiste. Ah, vous avez pris congé? Congé de longue durée ou bien un congé... J'ai pris congé. D'accord. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est important. Moi, aujourd'hui, il est question de savoir qui est socialiste ou qui est plus socialiste. Personne n'a le monopole du socialisme. D'accord. Je l'ai dit ici. Ce qui est important aujourd'hui pour les Guadeloupéens qui nous regardent, c'est de savoir quel projet de développement économique, quel projet pour la formation professionnelle, quel projet pour l'eau. C'est ce qu'attendent les Guadeloupéens et pas des querelles. Je le dis ici, j'ai beaucoup d'estime pour Joseph Bourrel, certain, et Max Mathiazin. Au moment où je vous parle, je crois encore à cette famille socialo-progressiste. J'en appelle vraiment que chacun mette de l'eau dans le vin. Mais il n'y a pas d'eau, c'est ça le problème. Oui, il n'y a pas d'eau. Que chacun pense vraiment à la Guadeloupe. Oui. Et arrêtons les querelles de personnes. Arrêtons les griefs du passé. Donc ça veut dire que vous voulez avancer la Guadeloupe. Mathiazin et Bourrel... je continue parce que c'est important. Allez-y, allez-y. Ce n'est pas des phrases et des mots. Je le ressens vraiment. Et les Guadeloupéens aussi le ressentent. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est justement arrêter ces griefs du passé. Il est vrai, M. Zandrounis, si ça continue, moi, en tant que politique, je serais amené à faire un choix. Je serais amené à faire un choix. Non, je serais amené à faire un choix. Oui. Mais mon choix sera guidé, effectivement, ni contre Mme Bourrel incertain, ni contre Max Mathiazin, mais dans l'intérêt des Guadeloupéens. Vous irez avec Chalus?
J'ai dit, mon choix sera guidé ni contre Max Mathiasin, ni contre Borel. Ça peut être un des deux. Ah, d'accord. Parce que, je rappelle, c'est ma famille. Oui, la famille socialo-progressiste. Donc, c'est important de le savoir. Moi, je crois encore qu'il y a encore une solution de mutualisation pour se retrouver ensemble. Et c'est dans l'intérêt de la Guadeloupe et c'est dans l'intérêt de notre jeunesse aussi. Un dernier petit mot, quand même, vous irez au départemental, vous êtes conseiller départemental? Je suis conseiller départemental sortant. Sortant? Oui, j'irai défendre effectivement votre bilan. Mon bilan. Oui. Et donc, si effectivement les capestériens le veulent bien, je continuerai à œuvrer comme je l'ai toujours fait. Oui. Pas parce qu'il y a une élection, même au-delà, quand je n'avais pas de mandat, je œuvrais pour Capesterre Bello dans les associations. On m'a dit qu'il y a une dynamique pour vous à Capesterre en ce moment. Enfin, j'ai interrogé 2 ou 3 personnes, ils disent « Bon, Ramdini, il a monté en force ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Monsieur, c'est la dernière question. Vous savez, je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas dans la boule de cristal. Effectivement, il y a des gens qui m'appellent et qui m'encouragent à aller. Mais pourquoi les gens m'appellent? Parce que les gens ont bien constaté que dans cette triangulaire où M. Courtois a gagné, eh bien, on voit que l'équipe, effectivement, n'a pas de projection, comme je vous dis, n'a pas d'ambition pour Capesterre Bello, si ce n'est que de la communication. C'est que de la communication. Et je l'ai dit, j'ai fait une vidéo dernièrement où M. Courtois a accepté de mettre effectivement des déchets à Capesterre Bello. Et j'ai entendu des commentaires qui disaient oui, mais c'est du potassium. Je veux bien comprendre que c'est du potassium, mais lorsque on concentre le potassium au même endroit, ce n'est pas bon pour le terrain non plus. Parce qu'on sait, voilà, en mettant engrais, en mettre urée, en mettre tout butin. En travaillant, on fait tout qualité butin. Mais en papouk. Voilà, mais en papouk, qu'on a dit. Non, mais je le dis parce que c'est important. On ne peut pas. Je veux bien qu'on mette... il est temps aussi, dans la vision, de mettre une usine mais de transformation de ces déchets verts qu'on aurait pu effectivement servir d'engrais ou de je ne sais quoi. Mais il est temps de faire ça en Guadeloupe. J'ai entendu que ça va se faire, mais il est temps, on prend trop de temps. Et dernière chose que je vais vous dire qui gangrène la Guadeloupe, c'est le transport. Oui. Le transport, c'est un dossier important. On vient de le voir sous Jarry. Donc, on a l'impression, quand on entend les Guadeloupéens, ils vous disent, mais Zoka fait quoi ces élus-là? Parce qu'ils n'ont pas failli. Et pourtant, on bosse, on travaille. Il y a des élus qui travaillent, qui sont conscients des difficultés. Donc, non, M. Zandoni, je vais effectivement défendre... Mais quand vous aurez annoncé votre candidature, vous me ferez le plaisir de venir ici nous expliquer votre programme. On va vous recevoir avec plaisir, M. Ramdini. Non, mais nous allons nous comprenons. Ok. En salle en content là, c'est qu'à trouver moi en face au monde qui a fait un bon travail et a félicité parce que l'on quoi vrai. Je dis ça parce qu'on va des. Faut dire ça. Non, l'on quoi vrai des Guadeloupéennes, des Guadeloupéens qui effectivement fait études et qui carrière dans le pays. Puis défendre le pays. Eh bien, c'est plus belle bité pour moi en tant qu'élu. Pour lui, c'est plus belle bité. Mais il a fait la transition, c'est super ça. Il a fait la transition, même pas besoin de faire la transition pour Katharina comme ça. Ah, ok, l'autre qui organise à partir de demain un webinaire, malheureusement, qui aurait dû être en présentiel. Oui, en fait, non. Ça devait être au tout départ. Avant bonjour, Katharina. Bonjour. Merci. Bonjour, en effet. Oui. Donc, au départ, nous avions prévu de faire une conférence en Guadeloupe. Oui. Sur la thématique de l'archéologie dans la Caraïbe. Et puis, à cause du Covid, on est passé en webinaire hybride, comme on dit, une partie en présentiel, une partie en distanciel. Mais avec les nouvelles mesures, nous avons dû passer tout en distanciel. Donc, tout en ligne. Alors, quel est le contenu de ce webinaire, enfin, de cette opération? Alors, je reprends un peu le fil de l'histoire. Nous sommes trois chercheurs. J'ai mis la photo. Donc, Eduardo Herrera Malatesta, qui est vénézuélien. Il y a Sonny Jean-Joseph, qui est haïtien, et moi-même. Donc,
tous les trois, nous avons travaillé dans un projet Nexus 1492 aux Pays-Bas, où nous étions tous doctorants. Et au cours de ce projet, en fait, devant la machine à café plusieurs fois, nous avons rêvé en se disant, voilà, on apprend quelque chose, on va rentrer chez nous et il faut qu'on fasse quelque chose pour notre région, pour la Caraïbe. Donc c'est parti comme ça, d'une idée. On s'est dit pourquoi pas, ce serait bien une fois qu'on aura fini. Et de fil en aiguille, cette idée a mûri et on a fait un projet, créé un projet qui a reçu un prix de la fondation américaine Werner Grant. Et avec ce prix, nous avons décidé d'écrire un livre. Donc nous sommes en édition d'un livre, Local Voices. Et donc, c'est quoi Local Voices? C'est ce que j'allais poser comme question, mais comme Katharine a fait les questions et les réponses, donc il n'y a pas de problème. Donc l'idée, c'est Local Voices pour les voix locales. Oui. Donc notre idée était de mettre en avant des chercheurs ou des personnes qui travaillent sur le patrimoine. Oui. Dans la région, mais qui sont originaires de la région. Parce qu'on s'est rendu compte, en fait, en voyageant, en allant dans les îles, qu'il y avait énormément d'étudiants ou de personnes qui étaient sensibles à ces problématiques, mais qui n'avaient ni la connaissance de ce qui se passait, d'où aller. Et nos contacts avec ces personnes nous ont rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire et qu'on pouvait, en fait, susciter des vocations. Et pour nous, en tant que Caribéens, on s'est dit... ce serait bien qu'il y ait d'autres Caribéens qui travaillent sur leur propre histoire. Donc, ce n'est pas excluant ce qu'on dit. Il y a de la place pour tout le monde, mais les questions patrimoniales peuvent être prises aussi par les locaux, donc par les Caribéens. Donc, nous avons décidé d'écrire ce recueil avec des chercheurs. Donc, il y a des contributions Il y a des contributions de toutes les îles. Quasiment, toutes les îles. Je crois qu'on n'a pas Cuba. Ça a été difficile de trouver la République Cuba. Dominicaine, quand même. Oui, on n'a pas Cuba et Porto Rico. On a Saint-Vincent. On a Saint-Vincent. On a Saint-Vincent aussi. Porto Rico et Cuba, c'est intéressant, c'est parce que ce sont des pays où il est très, très, très difficile de faire de l'archéologie. C'est vraiment des métiers, on est sur les blacklists quand on fait... Oui, parce qu'on s'attaque au patrimoine. Même à Porto Rico? Oui, on a finalement une chercheuse qui se joint à nous, mais c'est compliqué pour elle. Elle est obligée de faire... C'est très, très difficile. Ils sont blacklistés souvent. Et Cuba aussi, c'est curieux, puisque Cuba... j'ai deux collègues cubains qui sont allés vivre en République dominicaine pour pouvoir continuer en archéologie. Donc, ce sont des problématiques dont on n'est pas sensible. Dans le webinaire demain? Pas dans le webinaire, mais dans les articles, en fait, dans l'ouvrage, on a laissé chaque personne aborder les thématiques de gestion patrimoniale dans sa propre île. Oui. Donc, nous, pour la Guadeloupe, on a combiné Guadeloupe et Martinique. Donc, je travaille avec Laurent. Il faut dire que vous avez reçu un prix à la Martinique aussi, il faut le dire, Katharina. Oui, mais faut dire ça qui n'est. Là, il n'est pas bon, il n'est pas bon, là, il est bon, il faut dire bon. Oui, mais c'est pour ma casquette dans le domaine des musées. Ah, mais c'est important quand même. Voilà. Ça rejoint un petit peu, bon. Tout à fait. Donc, pour la Guadeloupe, on a écrit un article sur la patrimonialisation dans les îles françaises avec Laurent Ursulé, qui travaille à la CTM en Martinique, Mathieu Écrabé, qui travaille à Cap-Nord en Martinique. Donc, eux, ils abordent l'aspect historique et l'aspect archéologique. Et pour la Guadeloupe, moi, j'ai travaillé avec Dr Sainte-Luce pour le côté économie et patrimoine et tourisme dans le patrimoine. Donc voilà, on a écrit à quatre mains. Et donc l'idée première de ce séminaire était de permettre à tous ces chercheurs qui ont travaillé sur l'article de se rencontrer et d'échanger. Parce que le webinaire veut quoi, en fait? Veut mettre en relation toutes ces personnes qui travaillent individuellement et permettre, parce qu'on s'est rendu compte que chacun travaille de son côté. Oui. C'est un peu difficile pour nous dans les îles françaises de s'en rendre compte, mais chacun travaille de son côté et finalement on ne sait pas ce que l'autre fait. Oui. Et en même temps, il y a des îles qui ont plus de besoins, mais qui n'ont pas de moyens. Nous, il est plus facile, par exemple, pour nous d'aller chercher des fonds européens et d'aider. Donc, on peut monter des collaborations comme ça, mais il faut qu'on se connaisse. Nous, si on ne s'était pas rencontrés aux Pays-Bas, mes deux collègues et moi, on n'aurait pas développé cette synergie. Donc c'est un liernage que vous faites, en fait. Voilà, c'est ce qu'on veut créer. Parce qu'il y a une exposition qui était déjà un début de liernage. C'est ça. Le liernage se continue. On continue. Voilà, on est dans la même dynamique, effectivement, parce que Caribe Trail, qui est partenaire aussi du webinaire, est porté par Dr
Hoffman, qui est aussi celle qui a organisé Liens Caribéens. Et l'autre partenaire majeur que nous avons, que je n'ai pas cité, est le conseil départemental. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les missions du département, il y a la valorisation et la protection du patrimoine. Et puis il y a le musée. Et il y a le musée. Donc il était tout à fait normal que le conseil départemental soit partenaire. Bon, alors donc concrètement demain, à partir de quelle heure les gens pourront se connecter alors vous allez sur le Facebook, vous tapez vous allez sur Facebook, et vous tapez Local Voices. Et vous allez, j'ai créé un événement, donc vous allez dessus et vous allez voir le lien pour vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui et avec ce lien, vous recevrez un lien définitif pour la connexion de demain. Comment ça va se passer concrètement? Donc on a chaque jour, on aura 2 présentations. Donc j'avais mis le programme. Donc on a Grace Turner, qui est des Bahamas et qui va nous parler de la décolonisation du patrimoine archéologique. Oui. Et après, Stacy McDonald qui va nous parler des défis environnementaux et la conservation du patrimoine culturel et naturel dans la Caraïbe. Avec traduction en français? Alors, c'est un webinaire international. Oui. Et je suis une fervente... Je défends énormément le français. Donc, je me suis battue pour que ce webinaire soit en traduction simultanée. Donc, n'ayez pas peur si vous ne parlez pas anglais. Si vous ne parlez pas espagnol. Non, mais je parle pour le public, il n'y a aucun problème. Oui, je sais quoi, vous êtes trilingue, vous parlez français, anglais, espagnol. Et un peu de hollandais. Et créole, là, on va dire. Et le créole en premier. Ah, bon, d'accord, merci. Voilà. Donc, il y aura de la traduction simultanée. Donc, quand vous serez sur le webinaire, vous pourrez choisir et cliquer sur traduction en français ou traduction en espagnol parce que les présentations seront en anglais. Ouais. Parce que les personnes qu'on a choisies et qui ont répondu parlent anglais. Et puis la Caraïbe, elle est anglophone, hispanophone, néo-néolophone. On n'a pas trouvé de traducteur hollandais parce qu'il y en avait très peu disponibles. Donc on est resté sur les 3 langues parce que la plupart des gens parlent quand même anglais. Donc les 2 présentations de demain de mes collègues des Bahamas et de Bonaire seront modérées par Paola Chiapacas de Porto Rico. Et après, en fait, chaque présentation, les présentations sont tout public, grand public, n'importe qui peut suivre, il n'y a aucun souci. Et après, on va passer à une phase de questions-réponses. N'importe qui peut poser une question. Il s'ensuit une session de travail de 11h à midi où nous allons créer des groupes. Donc les gens pourront choisir entre la session 1 et la session 2. Quand vous allez sur le site, tout est expliqué. Ce dont on parle dans la session 1, ce dont on parle dans la session 2. Pourquoi nous avons fait ça? Parce que l'idée était... C'est pas un webinaire juste pour parler, pour dire bon voilà, on est acteurs. Nous voulons que tout le monde participe et collabore. Donc dans ces groupes de sessions, à travers les questions, nous allons demander à chacun d'apporter sa contribution et de répondre concrètement qu'est-ce qu'il pourrait apporter pour améliorer la situation. On va parler des communautés, comment les communautés abordent leur patrimoine, ce genre de choses. Et c'est très important parce que l'idée, c'est la même chose qui va se passer sur les 2 jours. Et l'idée est qu'à la fin, nous puissions éditer un 2e volume. Justement, ce que j'allais vous dire, ça va pas arrêter comme ça, j'imagine. Ben non, quand même. Oui. Donc nous allons éditer un 2e volume où les gens qui seront intervenus lors des sessions de travail, nous allons leur demander s'ils veulent contribuer en se réunissant à plusieurs pour écrire un article. Et donc les sessions sont ouvertes. Nous avons laissé les sessions ouvertes à tout le monde, mais nous allons donner la priorité de parole aux Caribéens. Voilà. Juste une dernière chose. Oui. C'est un séminaire international, mais nous avons des particularités dans nos îles françaises. Donc, demain, mardi après-midi, nous avons ajouté une session extraordinaire spécialement pour parler des problématiques liées à la gestion patrimoniale dans les îles de Guadeloupe et de Martinique. Parfait, voilà. Tout est dit. Donc, rendez-vous demain à partir de 9h. À partir de 9h sur le Facebook. Global Voice. Local Voice, on clique dessus et... On s'enregistre pour demain. On vous reverra dans quelques temps, j'espère, Katharina. Merci. Je ne sais pas si Jean-Luc est arrivé. Non, Jean-Luc n'est pas là. Donc, on prend une pause et puis on se retrouve tout à l'heure. Merci.
Mais il avait dit au téléphone. Il a écrit au téléphone sur le groupe. Le 7CN News revient avec CCN, cariprionews.com, le site caribéen le mieux informé et qui vous dit tout sur les affaires.